le One Morning. La matinale qui booste votre journée. Mesdames, Messieurs, bonjour. 79 millions de femmes victimes de violences sexuelles. Eh bien, ce chiffre est évocateur, mais n'est que la caractéristique simplement de l'Afrique au sud du Sahara. C'est-à-dire donc que le viol continue malgré toutes les luttes qui sont faites, eh bien, continue donc de gangréner nos sociétés. On fera le point d'un instant à l'autre, c'est à travers l'instant du jour. Et puis, une innovation ou carrément une révolution dans le secteur agricole au Togo. Suivrez donc One TV et surtout One Money pour comprendre davantage la notion de compétition et ce que cela peut apporter comme levier dans le secteur de la coopérative et beaucoup plus au niveau de l'agriculture. Nous allons y rester et ce matin, donc vous êtes sur One TV, c'est la matinale et c'est parti. Premier arrêt de cette émission, la revue des titres avec Baker Sanguita. Baker, bonjour. Bonjour Konovi, bonjour à toutes et à tous. Les temps sont mauvais, sortez couverts, courage et vigilance déjà à tous ceux qui habitent dans des zones inondables. L'eau n'avertit pas. Là, il faut être spécifique. Vous parlez du Togo, c'est une chaîne donc panafricaine et en même temps dans le monde entier. Donc il ne pleut pas partout. De toutes les façons, si vous êtes au Togo et vous êtes beaucoup plus à Lomé, vigilance donc à vous au Sénégal, la vie politique, surtout l'opposition entre Macky et Sonko, c'est ce qui alimente beaucoup plus la presse, mais vu sous l'angle de l'économie et beaucoup plus la politique. Évidemment, c'est Enquête qui ouvre le bal avec son titre après les accusations de Sonko, la contre-attaque de Macky Sall où l'ancien président rejette les critiques de mauvaise gestion des finances publiques et prépare sa riposte en vue des législatives du 17 novembre 2024. Dans ce contexte, les coalitions hybrides devront démontrer leur cohérence face aux discours enflammés. Et puis la stabilité politique est une préoccupation commune aussi bien au Sénégal qu'au Cameroun. Et c'est le journal Tribune qui renforce cette tendance avec un titre percutant. Les propos du Premier ministre Sonko sont totalement faux selon Macky Sall. Il refute les chiffres avancés par Sonko sur la dette publique et le déficit budgétaire tout en défendant les réussites de ses projets d'investissement. Il souligne que la dette ne doit pas être vue comme un obstacle de développement mais plutôt comme un outil pour le financement. Ce discours appelle aussi à la patience et à la retenue face donc au défi du projet Sénégal 2050, même si les syndicats rejettent la démarche du Premier ministre. Alors que le Messager au niveau du Sénégal ouvre avec un titre fort, Sauver le Cameroun du chaos, où Samuel Bolong, président du mouvement des réformateurs, dévoile son plan Marshall pour éviter que le pays ne sombre dans la crise à l'approche d'une potentielle fin de règne. Cette proposition s'inscrit dans un contexte d'alternance politique persistante marquée par l'incertitude dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Et beaucoup de canards au Cameroun, notamment le repère, revient donc sur la question de l'endettement massif du pays. Il titre à cet effet Cameroun, premier créancier du FMI. L'article expliquait que le Cameroun figure parmi les 10 les plus grands débiteurs mondiaux avec une dette de 1,13 milliard de dollars, soit près de 677,7 milliards de francs CFA envers le Fonds monétaire international FMI. Cette situation découle des programmes économiques mis en place par le FMI pour soutenir l'économie du pays, mais pose des questions sur la soutenabilité de cette dette. L'AS dans ces colonnes lance un message clair. Macky Sall dément Sonko. Tous les indicateurs étaient au vert, mettant en avant les indicateurs positifs laissés par son administration malgré les critiques incessantes. De son côté, le journal Le Jour met l'accent sur les relations économiques avec l'Union européenne à travers l'article « Ce que l'Union européenne veut changer au Cameroun ». L'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne y présente une nouvelle approche de coopération dans le secteur forestier sous
soulignant l'importance du développement durable et la préservation des ressources. Le journal met aussi en avant le taux d'accès à l'électricité au Cameroun, estimé à 71% en 2022, un chiffre encourageant mais révélateur des défis à relever pour un accès universel à l'énergie au niveau du Cameroun. Merci donc à vous, Baké, pour cette revue. Rendez-vous demain pour poursuivre et du moins se clôturer cette semaine que vous avez commencé depuis lundi. Voilà, place maintenant à l'instant du jour. En Afrique subsaharienne, plus de 79 millions de femmes sont victimes de violences sexuelles. Cette région du monde qui représente les 3/4 du continent africain est particulièrement touchée par des agressions sexuelles et les viols. Selon l'UNICEF, on fait le point à travers cet instant. Selon ce rapport, plus d'une femme sur 5 en Afrique subsaharienne, soit 22%, a été victime d'agressions sexuelles ou de viols avant l'âge de 18 ans, ce qui en fait l'une des régions les plus touchées par ces violences. Sincèrement, je ne saurais pas par où commencer, mais j'ai beaucoup de soucis. Chaque jour, il me bat sur le plan physique et moral. Il m'avait ramené à la maison. J'étais tellement saoule en ce instant que je n'avais même pas su que j'avais eu de rapport avec lui. J'ai été victime d'un abus sexuel. En Afrique subsaharienne, cela représente plus de 79 millions de femmes et de filles dans une région regroupant 48 pays. L'Océanie affiche des chiffres encore plus élevés, avec 34% des femmes concernées. À l'échelle mondiale, ce chiffre s'élève à 370 millions. Ces statistiques, publiées pour la première fois, compilent des données nationales et internationales entre 2010 et 2022. L'UNICEF déplore les lacunes et sous-estimations dans certains pays, mais insiste sur la nécessité de rendre visible cette problématique. Les violences sexuelles ont des conséquences dévastatrices affectant le développement des victimes, en particulier des filles qui peinent à poursuivre leur éducation après de tels traumatismes. Ces violences sont exacerbées dans les zones de conflit où le viol est souvent utilisé comme arme de guerre, comme le soulignent les agences humanitaires opérant au Soudan. Voilà donc qui est bien précis, et puis l'Afrique au sud du Sahara, véritablement victime des agressions sexuelles, un phénomène qui est décrié de par le monde. Place maintenant à la causerie. Association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et même culturels communs. Eh bien, la coopérative devrait être partie intégrante des objectifs du développement durable. Jadis, caractéristiques d'une époque du continent, on les compte aujourd'hui du bout des doigts surtout dans le secteur agricole, tout au moins. Où sont-elles passées? Comment les ressusciter? Pour quelle finalité? Comment les rendre également compétitives? Mesdames, Messieurs, vous avez compris, nous sommes donc dans le monde agricole et beaucoup plus la vie des coopératives. Et c'est donc autour du thème révolution dans l'agriculture togolaise, la compétition comme levier de performance. Eh bien, c'est le thème de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous Dr Mafongou Dodji Moïse, chercheur en sciences de gestion. Monsieur Mafongou, merci d'être là. Merci. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes expert en études de marché et business plan en Afrique de l'Ouest. Vous êtes également auditeur organisationnel et management de la qualité, norme ISO 9001-2015. Vous êtes également designer produit et politique de marchéage. Vous êtes conseiller en marketing et communication bancaire et microfinance, conseiller en marketing politique et territorial. Alors, si je vous demande de vous présenter, vous êtes qui? Ben, écoute, je suis togolais, Dodji Moïse Mafongou, docteur en sciences de gestion. Je me spécialise aujourd'hui dans l'intelligence économique, et qui est une branche du management stratégique. C'est des courants de sciences de gestion qui se veulent être au service des organisations
pour plus de compétitivité, plus d'impact dans leur processus d'offre de biens ou de services. Alors depuis une quinzaine d'années, je suis au service de l'économie togolaise, travaillant dans le privé, le public, le parapublic, à mon propre compte, pour des multinationales, pour des organismes internationaux. Voilà, un ouvrier acharné, avec beaucoup de plaisir. Un ouvrier acharné avec beaucoup de plaisir. Vous êtes avec nous ce matin pour parler donc de la compétition, et ceci beaucoup plus vu sous l'angle de la coopérative agricole. Alors, cette expression, elle est nouvelle? Elle est très nouvelle, elle est très jeune. Vous savez, les sciences de gestion traitent de beaucoup de concepts. Nos concepts, quand on parle aujourd'hui du comportement du consommateur, c'est un concept vieux de plus d'un siècle. Mais la compétition est un concept à peine, disons, des années 90. 1995, Brandon Bergen à Leboeuf conceptualise cette théorie. Parce que c'est quand même la capacité de transformer des faits de tous les jours en des théories pour les standardiser et permettre aux organisations de les exploiter pour être plus performantes. Alors la compétition, c'est quoi? C'est conduire simultanément la coopération et la concurrence. C'est être concurrent, être des rivaux, mais travailler ensemble. C'est ça la compétition. Et quand je le dis comme ça, vous allez vous dire, mais est-ce que c'est possible? Oui, voilà. C'est antinomique, c'est contradictoire. À la limite, déloyal. Déloyal. Alors je vous donne un exemple. Allons-y dans un village où on a deux agriculteurs qui font chacun du maïs. La théorie économique dit que quand vous faites la même chose, vous êtes des concurrents. Donc deux agriculteurs qui font ensemble, chacun du maïs, sont des concurrents. Donc selon la loi de Porter, ils doivent se faire la guerre. Il faut qu'il y ait un leader. Il faut que l'un combatte l'autre. Tout à fait. Mais est-ce que dans nos villages, comme ça se passe? Non. Les deux agriculteurs, lundi, vont aller labourer dans le champ de A. Mardi, aller labourer dans le champ de B. C'est de la coopération. Ils sont des concurrents, ils coopèrent. Et donc, on va dire qu'ils coopètent. Okay. Alors, ce concept est né aux États-Unis, a été conceptualisé aux États-Unis, a été transporté en Occident, a été théorisé et mis en pratique dans des grandes entreprises. En Afrique, les études commencent par naître, mais se concentrent aussi sur le secteur marchand, dans la téléphonie mobile, dans le secteur de l'énergie. Vous voyez, c'est comme si les centres de gestion étaient au service que des grands. Nous sommes dit, mais non, il faudrait que le cœur de nos économies puisse bénéficier de concepts et de modèles assez épurés. Voilà pourquoi nous avons eu le flair de ce sujet et nous sommes incrustés au niveau du secteur agricole, notamment au niveau des coopératives agricoles. Et justement, pourquoi avoir porté le choix sur les coopératives? Alors, vous savez, une thèse, c'est l'histoire de toute une vie. Il y a souvent des mythes, il y a des anecdotes. Une thèse de doctorat a forcément quelque chose en lien avec l'homme. Moi, je suis fils d'une femme qui est beaucoup portée sur l'agriculture. J'ai eu au cours de mon existence, au cours d'une de mes missions, donc quand on parlait de contribuer aujourd'hui à la structuration du mécanisme incitatif de financement du secteur agricole au Togo, qu'on appelle le MIFA. J'ai été dans l'équipe, la Tax Team, qui a porté ce projet, qui l'a porté sur ses fonds baptismaux. Okay. Et donc au cours de cette expérience, je me suis rendu compte effectivement que nous prenions que l'agriculture togolaise devait être fondée sur une restructuration à la base, en structurant les producteurs en maillon de production pour avoir une chaîne de production, une chaîne de valeur qu'on va juxtaposer avec la valeur de financement pour que le secteur financier puisse adresser mieux le secteur agricole. À l'époque, on se rendait compte que le Togo occupe 65% du secteur agricole pour sa force active. L'agriculture contribue à plus de 40%, à près de 40% du PIB. Cependant, les financements y adressent seulement que 2 à 3%. Il y a problème. Et les microfinances qui étaient les plus sollicitées, vous comprenez un peu quand on parle de microfinance, le coût du financement est très élevé. Donc c'était déjà à ce moment peut-être que l'idée de faire cette thèse a foisonné. Mais à l'époque, je n'étais pas encore en thèse. Puis plus tard, je me retrouve dans un secteur bancaire où j'accompagne une banque et je m'inscris en thèse. Je m'inscris en thèse et je vais à un colloque où on parle de la compétition. Et mes maîtres me proposent de réfléchir sur ce concept et de trouver un angle de travail. Je m'enferme au laboratoire, 3 jours après, j'ai dit j'ai trouvé. On n'a pas toujours résolu le problème de la performance des coopératives agricoles.
Le Togo compte sur l'agriculture pour se développer, mais on n'a pas vraiment de propositions concrètes. La vie de nos coopératives reste encore précaire et pourtant on compte sur elles pour aller loin. Voilà pourquoi je me suis investi. 4 ans après, je sors une thèse qui peut aujourd'hui permettre aux agriculteurs d'avoir une autre manière de voir leur management, leur manière de collaborer pour produire mieux, pour être compétitifs, répondre aux besoins nationaux et aller au-delà de nos frontières. Mais puisque vous êtes dans une démarche de thèse, donc de documents scientifiques, on va y rester. Alors est-ce que les hypothèses de départ, puisque après tout vous êtes resté au laboratoire pour sortir le thème, mais il faut aller sur le terrain pour confronter les hypothèses aux réalités. Est-ce que vous avez été vraiment satisfait sur le terrain de ce que effectivement les hypothèses ont été confrontées? Oui, fort heureusement. Notre hypothèse principale est validée. Nous partions sur la thèse que la mise en œuvre de la compétition impacte positivement la performance de la coopérative. Et de cette thèse principale, nous avons identifié 3 sous-hypothèses. Ces 3 sous-hypothèses sont dans leur ensemble aussi validées. Sauf l'une des hypothèses qui dit que la performance, la compétition perpendiculaire impacte positivement l'avantage concurrentiel n'a pas été validé. Et ça se comprend. Et nous avons pu comprendre pourquoi est-ce qu'elle n'est pas validée. Selon vous? Selon nous, ce que nous appelons l'avantage concurrentiel, c'est cette propension que nous voulons pour dominer le marché. Or, nous avions dit plus haut que les agriculteurs n'ont pas pour vocation d'être des va-t-en-guerre. Ce ne sont pas des organisations où on se donne des coups forcément pour être le meilleur sur le terrain. Les agriculteurs demeurent dans une démarche d'accompagnement, de solidarité, de camaraderie, de construction de leur économie partant à la base et d'une contribution au développement de leur territoire, de leur zone de survie. Alors, quelle a été votre démarche méthodologique pour en arriver à ces résultats? Très bien. Alors, dans un concept nouveau, avec des théories qui ne sont pas encore autonomes, parce que la théorie de la compétition n'est pas encore autonome, elle se fonde sur d'autres théories pour fonctionner. Par exemple, la théorie de la compétition se fonde sur la théorie des jeux, la théorie des réseaux et la théorie des coûts de transaction. Et donc, nous devons, dans un premier temps, faire une exploration. Nous avons fait deux niveaux d'exploration. D'abord, nous convaincre que notre problématique existe et que nous parlons, que nous étions sérieux. Donc, en rencontrant les acteurs au niveau de l'administration de l'agriculture, au niveau du ministère, au niveau de la communauté des chercheurs, en participant à des colloques pour valider d'abord notre problématique. Dès que nous avons été convaincus que nous avons un problème et que nous pourrions poser une thèse, nous avons avancé. Nous sommes allés donc dans une première phase qu'on appelle une phase exploratoire qualitative, en nous entretenant avec une cohorte d'acteurs agricoles, une trentaine. Et une seconde phase quantitative où nous avons adressé un questionnaire à 319 agriculteurs. Et c'est la synthèse de ces 3 niveaux de démarche qui nous ont permis de construire un modèle théorique que nous avons testé avec des outils économétriques pour nous dire qu'effectivement nous avons un modèle maintenant empirique qu'on peut retester dans d'autres territoires, sur d'autres environnements, sur d'autres secteurs, pour voir si ce que nous disons tient la route. Et nous invitons nos jeunes chercheurs ou d'autres collègues chercheurs à sonder notre modèle théorique pour l'éprouver, pour l'épurer, pour que d'ici 3, 4, 5 recherches, nous ayons un modèle théorique épuré et propre à notre contexte. Pour le moment, elle est là, la compétition. Est-ce qu'il y en a juste un type ou bien plusieurs types et quelles sont leurs déclinaisons éventuelles? Effectivement, dans la théorie, quand on rentre dans la littérature, on dirait que la compétition est une stratégie. Mais quand nous avons scruté la panoplie de la littérature américaine, européenne, indienne, asiatique, africaine, nous sommes rendus compte qu'on peut distinguer 2 voire 3. Une compétition dite verticale, une compétition dite horizontale et une autre compétition, et celle que nous avons suffisamment challengée, une compétition dite perpendiculaire. C'est simple. Donc le cloisonnement des deux. Je vous explique. Si je suis agriculteur, vous êtes agriculteur, nous faisons ensemble du maïs et que nous compétons, nous sommes dans une compétition horizontale. D'accord. Si vous êtes par exemple vendeur de maïs et que vous venez préfinancer par exemple ma production de maïs, vous me donnez par exemple de l'engrais ou bien un fertilisant
pour que quand je produis, je puisse vous vendre en retour de façon préférentielle. C'est une compétition, coopération. Elle est verticale. D'accord. Et si, par exemple, l'administration publique, je dis, ou une ONG, nous encadre, nous agriculteurs, nous accompagne, nous forme, mais en même temps, nous aide dans la structuration de notre offre, et pas extraordinaire, fait aussi de la production, nous sommes dans une situation où on fait en même temps du vertical et de l'horizontal, ça fait de la perpendiculaire. Alors, quelle peut être donc la contribution de ce travail au monde agricole togolais spécifiquement aujourd'hui? L'agriculteur doit savoir que la compétition est une stratégie, ce n'est pas un fait instinctif. Le fait que je sois en collaboration avec mon camarade agriculteur, ce n'est pas un fait de tous les jours, c'est une stratégie. Et il faut avoir une réflexion stratégique pour se poser la question comment je tire le meilleur parti de cette manière de faire. Ça, c'est la première des choses. Et nous allons prendre notre bâton de pèlerin pour renforcer la capacité des agriculteurs que nous rencontrerons sur notre route, pour leur dire ce que vous faites tous les jours est bien, mais vous le faites de façon instinctive. Il faut sortir de ce paradigme pour rentrer dans une démarche stratégique. 2. La compétition peut être un levier d'évaluation des activités des coopératives. Une banque qui veut financer, par exemple, une coopérative agricole, elle peut intégrer la variable ou le concept de compétition pour apprécier la manière dont la coopérative ou les coopératives sont organisées sur leur territoire. Au lieu de percevoir un risque élevé de l'activité agricole, la compétition peut être un outil de mitigation du risque perçu par les partenaires. Mais sur le terrain, dans vos démarches empiriques, est-ce que vous avez rencontré des coopératives? Elles existent toujours? On va dire qu'elles existent. Elles existent parce qu'il y a une politique volontariste de l'État pour accompagner la structuration des agriculteurs. Ouais. Vous savez que l'agriculture togo a évolué depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. On peut distinguer 3 temps de l'agriculture. L'agriculture coloniale, un peu avant les indépendances, et après les indépendances, où c'est le colon qui poussait l'agriculture, mais elle était orientée vers la production des produits de rente. Vous savez que le colon aimait beaucoup les produits de rente. Après, quand nous sommes dans les années 67 jusqu'à l'orée des années 80, il y avait une nouvelle dynamique où on a promu la production vivrière pour une certaine autosuffisance alimentaire. À l'époque, on parlait de groupements. On organisait les agriculteurs en groupement. Puis, un peu après les années 80, il y a eu la révolution verte. Vous vous rappelez les questions de Togo Fruits. Tout à fait. On a commencé par parler de coopératives, n'est-ce pas? Et puis, on va dire maintenant la nouvelle ère, 2000, 2020 aujourd'hui, où on est dans une autre dynamique, où on est dans la structuration des maillons de la chaîne de valeur agricole. Les coopératives existent, on va dire les groupements sont en train de quitter le jargon. Il y a une nouvelle loi de l'OADA 2010 qui réorganise les outils et les formes d'organisation du secteur agricole. Et c'est elle qui institue la société coopérative comme entité, comme personnalité morale que peut adopter les acteurs de l'agriculture pour fonctionner. Il y en a 2 types. La coopérative, la société coopérative agricole simple et la société coopérative agricole avec conseil d'administration qu'on appelle SCOOP SA et SCOOPS. SCOOPS simple, SCOOPS SA, SCOOP avec société anonyme. Donc c'est comme ça qu'elles sont organisées, mais il faut dire que c'est encore embryonnaire. On a beaucoup de chemin à faire si nous voulons challenger les marchés internationaux, même la production nationale. Parce que nous avons invité sur ce plateau des coopératives agricoles pour également voir jusqu'où aujourd'hui elles sont capables de booster la croissance économique nationale. On n'a pas eu la chance d'en croiser 2. Mais si vous, dans vos travaux, dans vos recherches, vous en avez croisé suffisamment pour aujourd'hui penser que ça peut constituer une force de proposition au plan économique pour le pays, c'est déjà très bien. Mais entre-temps, si aujourd'hui elles sont embryonnaires alors qu'il y a des années en arrière déjà elles avaient vu le jour, qu'est-ce qui peut expliquer leur échec? Alors disons que le secteur agricole reste toujours un secteur peu attractif parce que le travail de l'agriculture reste un travail un peu fastidieux. Et donc, pendant longtemps, pendant un bon moment, le secteur agricole n'a pas été très attractif. On va dire que c'est avec le plan national de développement 2018-2022 que l'État togolais a lancé, qu'on a vu un certain rebadigeon du secteur agricole qui attire et suscite un certain nombre d'acteurs.
voyez un peu le coton. Quand je prends le secteur du coton, le secteur du coton, si on prend les 10 dernières années, a évolué en dents de scie, avec une courbe à la baisse. Il a fallu qu'on restructure la société nouvelle cotonnière du Togo pour revoir un regain d'intérêt des agriculteurs vers ce secteur. Il faut dire qu'on a du chemin à faire, mais on ne peut pas se passer de l'agriculture. Justement, l'État togolais, on l'a vu à travers un projet tout dernièrement conduit à terme, le projet Safari, et bien à plus de 60 centres de formation agricole. Alors, ça veut dire qu'il y a une volonté du gouvernement de faire donc de l'agriculture un levier du développement. Mais si ça ne prend pas jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer ça? C'est le financement. L'agriculture a besoin de financement. Le premier challenge, le premier défi de l'agriculture togolaise, c'est le financement. Parce que seul le promoteur ne peut pas porter l'agriculture au niveau de la rendre capable d'apporter une valeur ajoutée à l'économie. Parce qu'on va rester dans de l'agriculture de subsistance sur des petites portions, sur des petites parcelles. Et ça, on n'appelle pas ça de l'agriculture. C'est un peu familial, on s'amuse. Quand on parle d'agriculture, il faut aller déjà à l'échelle. Un producteur, il faut entendre minimum 3, 5, 10 hectares. Dans d'autres contrées, quand on parle de la surface d'un agriculteur, on est à 100 hectares, on a 300 hectares. Il faudrait qu'on règle d'abord le problème du financement, qu'on règle le problème du foncier. Je crois que c'est deux secteurs qui sont un peu adressés par les autorités, mais il faut aller un peu plus vite. Alors justement, le problème du foncier, parce que tout dernièrement on en a parlé également, qui doit régler ça? Est-ce que l'État doit s'approprier toutes les terres? L'État devrait s'y mêler fortement. L'État doit s'y mêler fortement pour que les terres non emblavées soient emblavées par des mécanismes d'occupation. On peut ne pas déproprier, ou comment dire, on peut ne pas retirer la propriété à ceux qui se revendiquent être propriétaires des terrains au Togo. Une expropriation. Une expropriation, on ne peut ne pas exproprier, merci de me prêter le mot, mais on peut trouver un mécanisme pour que les espaces non exploités soient emblavés, mis en valeur, quitte à ce qu'on paye des loyers, qu'on soit dans des baux amphithéotiques par exemple, pour permettre à l'agriculture de bénéficier de tous ces espaces non exploités qui sont sur notre territoire. Les espaces sont assez consistants, on peut faire beaucoup de choses, il faut trouver forcément la manière bonne, je ne vais pas dire forte, mais efficace pour aller vite. Alors, vous avez parlé également du financement. Si aujourd'hui les agriculteurs qui sont quand même déjà installés ne trouvent pas de financement, est-ce que peut-être, n'est-ce pas une raison parce que pour se mettre aujourd'hui beaucoup plus en coopérative, parce qu'un seul individu, ça n'augure pas d'une certaine crédibilité au niveau des banques. Vous êtes à fond dans notre thèse et je crois que nous allons co-signer cette thèse. C'est justement ce que nous disons, parce que même quand on n'est pas dans le secteur agricole, dans l'activité économique de tous les jours, quand vous vous présentez seul pour contracter un crédit ou un prêt, le banquier voit en vous un risque. Mais quand vous venez avec une autre personne qu'on peut appeler une caution solidaire, ce risque-là est aménusé. Vous allez voir par exemple les fonctionnaires de l'administration publique, quand l'un veut faire un crédit, un prêt, peut-être pour acheter une voiture, pour construire une maison, il va négocier avec un de ses collègues qui est dans la même banque pour aller le cautionner. Alors ce fait, on peut le transposer aussi simplement dans la coopérative pour dire que les membres d'une coopérative qui sont au minimum 5 sont déjà en caution solidaire. Et que le fait de prêter aux 5, les 5 se cautionnant peut être un gage, peut-être une garantie. En plus, on peut trouver d'autres leviers de garantie, notamment leur exploitation, le petit matériel qu'ils exploitent, et la production qu'ils vont engranger. On peut le warranter avant même que la production ne finisse par des contrats, des contrats entre agriculteurs et banquiers. En tout cas, il y a beaucoup de leviers que nous pouvons proposer au système financier, aussi bien qu'au système agricole, pour leur permettre de mieux communiquer entre eux. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un langage, il y a un langage dessous entre les deux mondes. Le banquier parle risque, le producteur parle d'aléa. N'est-ce pas? Ouais. La pluie n'est pas venue à temps, l'agriculteur va l'appeler aléa climatique, mais le banquier va l'appeler risque. Et c'est un discours qui ne s'entend pas. Mais il faut qu'on trouve maintenant quelqu'un au milieu, un assureur, pour mitiger le risque. Et puis un expert pour accompagner.
Et justement, sur le terrain, est-ce que vous avez l'impression que les producteurs, on peut les appeler comme ça, oui, ils sont réceptifs? Vous pensez qu'ils peuvent comprendre ce mécanisme de fonctionnement? Ils comprennent très bien. Vous savez, dans la première phase qualitative, nous avons eu des discours en langue locale. Okay. Parce que l'agriculteur ne s'exprimait pas fluidement en français. Nous l'avons autorisé ou nous avons convenu qu'il s'exprime dans sa langue locale, que nous comprenons. Et nous avons remarqué que ce qu'on dit en langue, ce sont des concepts purement scientifiques. Ah oui. Oui, en Kabia, on va vous parler par exemple de la concurrence, on va vous parler de la collaboration, on va vous parler de ce que nous appelons le risque, on va vous parler de la rétention de l'information, on va vous parler de la compétition verticale, horizontale, perpendiculaire, mais dans sa langue. Et donc le rôle du chercheur, c'est de décoder tout cela, de le rendre dans un discours scientifique. Bien sûr, c'est pour avoir une qualification, un grade dans le système, mais aussi après, il faut que nous puissions retourner vers ces acteurs-là et de leur dire dans leur langue pour qu'ils comprennent. Et c'est ce que nous devons faire. Et qui va le faire, c'est l'État ou simplement des chercheurs? Les chercheurs, théoriquement, sont à l'université, mais aujourd'hui, on nous propose, on nous oblige, on nous demande d'aller sur le terrain. Et moi, ce que je vais faire, ma thèse, je suis en train de l'envoyer. Je l'ai renvoyée en dernière relecture pour faire valider la dernière version par mon laboratoire. Et dès que cette thèse est, je crois que c'est déjà fait, hein, alors nous envoyons un courrier avec cette thèse, avec les relevés de conclusion en français facile, compréhensible par l'administration publique, pour leur dire, voilà, nous avons conduit une thèse, voici les conclusions, voici ce que nous vous proposons. Notre thèse a un plan d'action opérationnel que le ministère de l'Agriculture peut exploiter. Nous allons envoyer aussi cette même thèse, avec cette même démarche, à tous les acteurs clés d'accompagnement de l'agriculture. Il y a beaucoup d'ONG, beaucoup d'ambassades, beaucoup de systèmes de financement qui existent au Togo, qui accompagnent le secteur agricole. Nous allons leur envoyer ces thèses avec des propositions d'action pour le secteur agricole. Et nous-mêmes, comme je vous dis, moi-même, j'ai une passion pour l'agriculture. J'appartiens à au moins 3 ou 4 coopératives. En tout cas, 3 qui fonctionnent très bien, une qui ne fonctionne pas bien. Et nous allons œuvrer pour la remettre en scène. Nous allons porter ce message-là comme un évangile. Et comme c'est une passion, vous le sentez, nous allons le porter partout où besoin est. Et si je vais en vacances, je dis à Agou, je réunirai les agriculteurs qui sont aux abords de ma concession et nous parlerons de la compétition. Si je me rends à Akara et que j'ai le temps d'aller à Lama ou à Landa, je réunirai les agriculteurs qui sont aux abords de l'auberge ou de l'hôtel qui m'abrite ou de la maison où j'habite pour leur parler de la compétition. Ça, c'est le rôle du chercheur. C'est d'être la lumière, c'est de s'enfermer au laboratoire, de sortir avec une lumière, mais de laisser cette lumière-là se propager. Alors, vous avez parlé tout à l'heure donc de la compétition transversale, verticale et puis perpendiculaire. Mais est-ce qu'au niveau des producteurs, que ce soit des coopératives de producteurs, des coopératives de solidarité, on peut aussi développer ce type de compétition? Oui, nous pensons que c'est possible. Nous pensons que c'est possible. Notre prochaine étape, dans les voies de recherche de notre thèse, c'est de reprendre ce modèle-là et de le challenger, de le tutoyer sur d'autres secteurs, sur d'autres points, des maillons que constitue l'écosystème agricole ou sociétal, des associations, voilà, ou des coopératives, pour s'assurer que le modèle peut tenir la route, qu'il est généralisable. Docteur Mafongou, la plupart du temps, ce qu'on reproche à la jeunesse africaine, surtout dans la mise en œuvre des actions de développement ou des plans en vue d'une richesse commune, d'abord vous avez parlé de rétention d'informations, mais c'est aussi que chacun juge sa part de contribution et estime que peut-être c'est lui qui a beaucoup apporté, il doit beaucoup gagner résultat. On ne se comprend jamais, les actions naissent en groupe, mais même au niveau des artistes, vous remarquez ça, oui, le groupe naît 3 ou 4 jours après, c'est une scission. Alors, comment fonctionne concrètement une société coopérative? Alors, une société coopérative, les sociétés coopératives sont nées pour contredire le capitalisme. Okay. C'est né en Europe pour contredire le capitalisme. Parce que les capitalistes avaient été en haut, et avaient les grandes entreprises. Et vous savez que le capitalisme, c'est pas une personne, mais c'est des gens qui se mettaient ensemble pour porter leurs ressources financières, pour créer une entreprise. On appelle les actionnaires. Ils ne sont généralement pas seuls. On parle des actionnaires pour une entreprise. Et puis en bas, on avait les ouvriers. Ce sont les ouvriers qui se sentaient
un peu trop lésés dans le mécanisme de l'offre, qui ont commencé par se réunir en mutuelle et en coopérative. Quand on parle de mutuelle, coopérative, association, ONG, ils appartiennent à la même catégorie, ce que nous appelons l'économie sociale et solidaire. N'est-ce pas? Et donc, on parle de solidarité. Il s'agit de dire que ce n'est pas moi seul, ce n'est pas toi seul, ce n'est pas nous deux seuls, mais c'est à 3, 4, 5 qu'on peut porter un objet. C'est ça le fondement, l'enjeu ontologique des coopératives agricoles ou des sociétés coopératives agricoles. Donc, normalement, elles doivent combattre, elles doivent contribuer à corriger le fait que vous avez décrit. Les coopératives sont régies aujourd'hui par 7 grands principes. Solidarité, formation, assistance, démocratie, participation commune et renonciation à l'intérêt. Oui, c'est ça une société coopérative. On ne va pas en coopérative parce que je vais être le plus riche. Non. On va en coopérative parce qu'on se dit que seul je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire. Si on se met à deux, je ferai ce que j'ai envie de faire et je vais t'aider à faire ce que tu as envie de faire et ensemble nous aurons fait ce que nous avons envie de faire. Donc, à vous écouter, ça veut dire que de grosses boîtes peuvent même se mettre en coopérative. Ah, je vous donne un exemple. Vous avez du vin. Oui. Quand on parle du vin de pays d'Oc, oui, vin d'appellation d'origine, c'est l'œuvre des coopératives agricoles en Occident. C'est des agriculteurs, c'est des viticulteurs qui sont mis ensemble pour revendiquer le positionnement de leurs produits, pour faire certifier leurs produits, donner une valeur ajoutée à leurs produits. Aujourd'hui, nous nous en délectons. Mais c'est des petits agriculteurs. Quand vous prenez Bordeaux, quand vous arrivez dans la région du Bordeaux, là, ceux qui sont inscrits pour faire du vin bordelais, c'est des petits agriculteurs. Aussi sales que les agriculteurs, avec leurs tracteurs certainement, parce que c'est assez mécanisé, avec leur surface plus grande, mais c'est des agriculteurs. Ils ont les ongles sales, ils sont en sueur. C'est des petits agriculteurs qui sont mis ensemble pour arriver à cela. Et c'est là où nous souhaitons aller. Un peu dans le secteur des produits de rente, cacao, café, coton, aujourd'hui soda. Vous allez voir qu'on parle de coopérative. Parce qu'il y a un intérêt un peu mercantiliste derrière. Mais il faut qu'on dépasse ce concept-là. La coopérative ne se décrète pas, ne se met pas en place parce qu'on veut capter un financement. Non. Mais ici, dans la politique agricole, ce qu'on a constaté auprès des agriculteurs, on monte les coopératives parce qu'une ONG va venir nous aider, ou bien l'État a dit de se mettre en coopérative, ou bien le conseiller technique de l'ICAT ou de l'ITRA, l'Institut d'accompagnement de l'agriculture, je veux parler, va venir nous former. Et puis après cette activité, chacun retourne à son quotidien. Mais non, ce n'est pas ça en réalité. Dans l'âme de la coopérative, c'est se mettre ensemble pour permettre à chacun de réaliser son rêve et ensemble réaliser les rêves communs. Et c'est quoi la différence avec la société alors? Alors la société, une société, c'est une organisation financièrement autonome, créée pour faire du profit. C'est ça une société. Donc opposée à la limite. Opposée à la coopérative. Alors, sur le terrain, de par vos observations, quels sont les problèmes aujourd'hui auxquels ces coopératives sont confrontées et qui plombent leur dynamisme? Alors, d'abord, une faible culture de management. Une faible culture de la gouvernance. Donc il n'y a pas la démocratie aussi? Il y a la démocratie, mais la démocratie seule ne fait pas la gouvernance. La gouvernance, c'est une intelligence collective. Comment planifier à moyen terme, d'abord planifier les saisons, ça c'est à court terme, planifier à moyen terme sur 2-3 ans, planifier à long terme sur 5 ans. On n'a pas besoin de comprendre français pour le faire. Il faut juste qu'on se capacite pour le faire. Si on forme, si on apprend, on va le faire. C'est pourquoi le management est une science. Si on leur apprend ça, ils vont le faire. N'est-ce pas? Et dans d'autres États, dans d'autres contrées, quand vous êtes agriculteur, on vous accompagne dans le management des organisations, des OPA, des organisations paysannes. On vous montre comment on organise le business de l'agriculture. Non, il faut nos agriculteurs n'ont pas ça. 2, les agriculteurs ont un problème d'organisation technique. Ils sont dépendants longtemps de l'appui technique. 3, une faible structuration du marché. Nos marchés agricoles ne sont pas suffisamment structurés. Et les agriculteurs sont tributaires un peu de la voracité, de la gourmandise des commerçants qui viennent acheter les produits à bas prix et viennent spéculer dans les grandes villes.
Il faut qu'on réorganise le maillon, ce nouveau maillon des agrégateurs. Et troisièmement, ou peut-être quatrièmement, ou plus haut, c'est que la question du financement de l'agriculture reste un problème. J'avais parlé aussi du problème foncier en termes de taille de production, parce que quand vous êtes sur de petites portions, vous ne pouvez que faire de petites choses et vous n'allez pas aller loin. Or, si on veut que les coopératives puissent porter l'agriculture, il faut d'abord que les coopérateurs eux-mêmes, en tant qu'agriculteurs individuels, aient leur portion et que la coopérative, en tant que société agricole, puisse avoir aussi la capacité d'emblaver du terrain. Mais notons, je veux juste attirer l'attention que quand on parle de coopérative, ce n'est pas seulement au niveau des producteurs, il faut aussi l'appliquer aux autres maillons de la chaîne de valeur. Les prestataires de services, labour, traitement phytosanitaire et mécanisation. On peut avoir des coopératives pour faire de la mécanisation. Vous et moi, on peut se mettre en coopérative, je vous parle sérieusement, pour acheter, par exemple, ou être financé pour des tracteurs, des batteuses, des moissonneuses. Et nous, on va prester service aux producteurs. Nous aurons notre coopérative de mécanisation et eux, ils auront leur coopérative de production. Les commerçants aussi, sinon, quand on dit commerçant, c'est déjà une autre forme de business. Mais le maillon de la distribution ou le maillon de l'enlèvement, on peut avoir aussi des organisations qui s'occupent de capter les récoltes que nous faisons. Et puis après, on aura les transformateurs, les industriels, les exportateurs. Et tout ça, c'est dans la chaîne de valeur agricole. Mais quand vous écoutez, ça veut dire que le secteur agricole, si il est bien structuré et organisé, c'est une manne importante pour gagner beaucoup de main-d'œuvre. Au-delà de la main-d'œuvre, le bien-être social, le bien-être, l'autosuffisance alimentaire. Mais aujourd'hui, les statistiques, quand on veut parler de la population active, les statistiques du Togo disent que la force active est occupée à plus de 60% par l'agriculture. Vous avez évoqué 65%. 65%. Donc, il faut juste maintenant voir est-ce que c'est des emplois décents ou non décents. C'est un autre débat. Il faut être déjà actif et il faut que votre activité vous rapporte quelque chose qui vous plaise et qui vous permet de répondre à vos besoins. Alors, vous avez parlé de la structuration, surtout du marché. Oui, je crois qu'on avait reçu déjà des formateurs et également jeunes promoteurs agricoles sur ce plateau qui l'ont évoqué également. Quelqu'un qui dit par exemple le miel, je le fais vraiment bio. Ben, quelqu'un vient, me dit bon, le litre, je te prends ça à 3000, mais sans savoir tout ce que ça m'a coûté en termes bio. Alors, qui va structurer ce marché? C'est les producteurs qui vont fixer le prix ou c'est l'État le régulateur qui va avancer les prix? Alors, ni l'un ni l'autre, mais ensemble, ou peut-être mieux. Vous savez, la question des choix, des spéculations, doit être une décision stratégique. Le fait qu'ils se heurtent à cette difficulté, c'est parce qu'ils n'ont pas considéré la démarche stratégique dans leur approche. Ils ont manqué de stratégie et ils vont subir, c'est ça. Et c'est le problème du palais de l'esprit du management. Pourquoi je vais produire du miel bio si je n'ai pas de marché? C'est la question. En management, pourquoi je produis s'il n'y a pas de marché? Je ne peux pas produire s'il n'y a pas de marché. Je produis parce que je peux créer le marché. Mais je ne produis pas pour subir le marché. Et ce qu'ils disent, c'est un fait caractéristique des difficultés de notre secteur agricole. La faiblesse de l'état d'esprit du management. C'est ça. La gouvernance dont je parlais. Il aurait fallu, par exemple, que ce groupement ou ce producteur-là puisse peut-être, avant même de commencer sa production, ait conçu son produit, les prévendus, je raconte n'importe quoi, et créer une plateforme, peut-être numérique, parce qu'aujourd'hui, on a constaté que les agriculteurs avec tous des téléphones peuvent mettre déjà son produit miel bio, production attendue dans 13 mois, prix indiqué tant, et il va avoir des intentions d'achat. Des réactions, on peut pas tout. Et ces intentions d'achat, il les transforme en contrat d'option et il lance sa production. Il ne va pas après se faire et rentrer dans un conflit de sous-valorisation de sa production. Et ça, si on se met en coopérative et qu'on a du volume, parce que si on se lance dans ce processus, on doit répondre aux questions de volume. Parce que si vous mettez aujourd'hui votre produit, par exemple, sur Internet, sur un réseau social,
Ce n'est plus 2, 3, 4 personnes. C'est 1000, 10 000, 20 000, 1 million de personnes qui vont le voir. Et si tous demandent, vous êtes capable de répondre à ce volume-là. Et ça, vous n'allez pas pouvoir le faire. Vous devez aller voir d'autres collègues. Exactement, vous allez donc compéter. Vous n'allez plus vous faire la concurrence. Vous allez vous mettre ensemble pour avoir du volume, respecter un certain nombre de standards pour que le miel de A soit pratiquement identique au miel de B et de C, pour qu'il n'y ait pas de différence de couleur, de goût, etc., etc. Et en ce moment, vous compétez, vous êtes dans la compétition, vous allez répondre à votre marché plus efficacement. Alors vous écoutez, on a comme l'impression que les coopératives n'ont que des avantages. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénients? Oui, il y a des inconvénients. Toute forme de société a des inconvénients. Je vous ai dit déjà que quand on est dans la coopérative, on n'est pas dans un état d'esprit de maximisation du profit. Vous ne pouvez pas être dans une coopérative et puis rêver d'un dividende. À la fin, on ne se partage pas le bénéfice. Moi, j'ai apporté 60% du capital, donc je vais prendre 60%. Non, déjà que en termes de part sociale, vous avez des parts égales. Vous ne pouvez pas prétendre être majoritaire que moi. C'est ça l'esprit de la coopérative. C'est ça l'esprit de la coopérative. Or, individuellement, vous comprenez, vous êtes en veste, je ne suis pas en veste, donc on viendra ici, vous êtes le patron, je suis l'ouvrier. Donc il y a toujours dans la société, dans l'opinion collective, cette préséance dans les choix des choses. Même au niveau de la coopérative, on est à un même piédestal, on est sur une question d'équilibre. Ça peut être un inconvénient si on le voit du point de vue capitaliste ou mercantiliste, ça peut être maintenant un avantage du point de vue de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, vous avez votre stratégie qui est mise en œuvre. Bientôt, vous avez parlé donc de plan d'action stratégique qui va accompagner en même temps cette thèse qui sera adressée à tous les décideurs, et que ce soit au niveau étatique comme privé. Alors, vous pensez aujourd'hui que même les coopératives qui sont en train de connaître une certaine période de balbutiement peuvent renaître à partir de ce travail-là? Je le pense. Je suis convaincu que ça peut être vraiment un levier pour ceux qui sont déjà en souffrance et ceux qui vont entrer dans le secteur. Et mon vœu le plus cher, c'est que on peut aussi féliciter par exemple l'État togolais. Et j'appartiens à un laboratoire au Cameroun. J'ai fait ma thèse au Cameroun. Et tant au Togo qu'au Cameroun, on a une très bonne organisation de l'agriculture. On a sur l'étendue de nos territoires un découpage agricole. Et pour chaque territoire, on a une autorité. Et l'autorité met en place des acteurs pour accompagner les agriculteurs. On les appelle généralement des conseillers agricoles ou des conseillers en création d'entreprises agricoles. Et moi, mon vœu, c'est que ces conseillers-là puissent approprier les notions du concept de compétition. Pour que dans leur discours, ils puissent renforcer les capacités des agriculteurs dans le management stratégique de leur coopérative. Parce que la compétition est un concept qui découle de la branche du management stratégique des sciences de gestion. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut se projeter dans le temps en renonçant à la guerre, au va-t-en-guerre de tous les jours, prôné par l'économie capitalistique, mais plutôt prôner la collaboration, sans se détourner, sans renoncer à notre autonomie en tant qu'entité. Ce n'est pas parce que deux coopératives vont compéter qu'elles vont renoncer à leur propension d'agressivité. Non, elles vont rester agressives, elles vont chercher à avoir des parts de marché, ce que nous appelons l'avantage concurrentiel, mais aussi accepter que par moment, elles vont collaborer, par exemple, pour la vente ou bien pour la prospection, entre autres. Alors, docteur Bonfogou, cette proposition que vous faites aujourd'hui au monde agricole, il y a beaucoup d'aspects que vous avez déjà soulignés dedans qui peuvent constituer des problèmes au sein des entreprises, au sein des coopératives, mais qui ont des approches de solutions. Vous avez dit tout à l'heure qu'on n'a pas besoin d'être lettré, en tout cas, pas besoin d'aller à l'école forcément pour faire preuve de bonne gouvernance. Mais aujourd'hui, pour accompagner ces agriculteurs, ces coopératives dans la projection de leur, surtout l'exemple que vous avez donné à propos donc, de la production du miel, par exemple, pour accompagner ces producteurs dans ce volet, il faut quand même des sachants. Absolument, absolument. Je vous le concède, vous avez totalement raison. Et vous voulez être payé pour ça? Alors, vous savez que
Quand on dit payer, généralement on pense à une rétribution financière. Tout à fait. Personnellement, mon être n'est pas porté sur cette dimension. Pour moi, la vraie rétribution, c'est la perception de l'utilité de ce que nous faisons. La perception de contribuer à quelque chose de bien et les résultats qu'on peut constater. Vous savez, à une époque de ma vie, quand j'étais en DEA, quand je faisais le diplôme d'études approfondies, c'est l'entrée au 3e cycle, j'étais beaucoup porté sur l'entrepreneuriat. Et vous savez, il m'arrivait de prendre ma petite automobile, j'avais une toute petite automobile, avec des pare-brise, des essuie-glaces un peu fatigués, et quand il pleuvait, j'étais comme ça, pour faire pratiquement 300-400 km, pour aller former les agriculteurs, former les jeunes entrepreneurs, sur la notion de l'entrepreneuriat, comment monter un business plan, comment structurer son activité, comment s'adresser à une microfinance, comment s'adresser à un banquier. Je le faisais avec mes propres moyens, Lomé, Bassar, Lomé, Kara, Lomé, Kanyemboa, vraiment par passion. Voilà. Je n'étais pas salarié, j'étais encore étudiant. Donc pour le peu que je pouvais glaner par mes cours de répétition, d'enseignement, de TD, c'était une passion de partage. Et peut-être c'est pourquoi nous demeurons dans la recherche. Nous faisons aussi du consulting. Autant nous sommes capables d'accompagner des secteurs où il n'y a pas beaucoup de CFA ou d'euros qui circulent, autant nous accompagnons des multinationales, de grandes entreprises, où là-bas, nous pouvons faire des factures. Donc nous sommes à la disposition de la République, nous sommes à la disposition du continent, nous n'entendons pas nous arrêter d'aussitôt. La thèse, c'est le commencement d'une aventure, hein. Et pour moi, j'ai envie d'aller très loin, d'abord en contribuant à la réflexion scientifique, en produisant de la connaissance, en cherchant, on le dit, nous allons suffisamment challenger ce concept et les concepts environnants, compétition, performance, intelligence économique, aujourd'hui peut-être intelligence artificielle, nous allons voir à quoi ça peut servir, puis après à côté, dans le monde de tous les jours, dans les entreprises, dans les coopératives, les communautés à la base, mais aussi les multinationales, être à leur service pour les accompagner. Alors, pendant longtemps aussi, le monde rural, vous le savez très bien, pour y avoir vécu aussi un temps soit peu, vous savez qu'ils sont souvent réticents quant à la connaissance scientifique qui leur parvient. On dit, bon, notre saison, ça commence toujours de tel mois à tel mois. Pourquoi vous nous demandez d'apporter telle innovation? Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'un travail scientifique de cette nature que vous leur apportez pour dire, bon, désormais, voilà comment vous allez structurer vos coopératives et autres, ils sont vraiment ouverts, c'est vrai, ils vous ont donné des informations, mais ouverts à accepter cette nouvelle approche des choses? Merci, c'est assez pertinent, nous l'avons remarqué par moments lors de notre étude. Tout dépend de comment vous posez le sujet. Quand vous posez le sujet en grand connaisseur, l'agriculteur il est fermé. Parce qu'en réalité, vous ne lui apprenez rien. Il fait déjà des choses depuis belle lurette, il est dans une zone de confort. Si vous avez la prétention de lui apporter quelque chose de plus dans une posture d'inférence ou de donneur d'ordre, ça peut ne pas marcher. Mais quand vous y allez dans la posture d'accompagnement, avec des sujets, des termes qu'il comprend, par exemple, je vous ai dit qu'il m'est arrivé de parler la langue locale avec un agriculteur, parce que, pas qu'il ne comprend pas français, mais il n'a pas envie de s'exprimer en français. Et pour nous, si nous refusons de collecter cette information, nous pourrons faire souffrir notre étude. Nous avons accepté de discuter avec lui dans sa dialecte. Nous avons enregistré, après nous avons d'abord transcrit et nous avons retranscrit pour exploiter les matériaux. Et aujourd'hui, nous avons quand même une entrée au niveau de l'administration de l'agriculture au Togo, et ministère de l'Agriculture, comme au Cameroun. Retourner vers les agriculteurs en passant par un chemin qu'ils connaissent, parce que sur un territoire, les agriculteurs connaissent le technicien agricole qui les conseille. Retourner vers le technicien agricole pour leur apporter une information pour leur bien. A priori, ça devait marcher. Vous savez, avant, quand on prend la météo n'était pas très précise au Togo. Et les gens ne croyaient pas en la météo. Tout à fait. Mais on a beaucoup d'efforts qui ont été consentis. Aujourd'hui, la météo est beaucoup plus précise. Et quand les agriculteurs entendent qu'on a dit qu'il n'y aura plus le 23, et que le 23 octobre, la pluie est tombée, et que ça se répète, la parole du scientifique commence à être crédibilisée. Mais c'est quand vous dites des choses qui ne se réalisent pas, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas probantes, alors l'agriculteur ne vous croit pas. C'est ce que nous avons fait. Et donc, autant nous allons nous adresser aux agriculteurs, je vous l'avais dit, nous allons aussi nous adresser aux institutions qui les accompagnent, les ONG, au Togo, GIZ, INADES Formation,
pour ne citer que ceux-là, je ne fais pas leur publicité, mais c'est des acteurs qui accompagnent le secteur agricole. Le MIFA, la plateforme industrielle d'Agritcop et les agropoles, c'est des acteurs, des institutions auxquelles nous allons nous adresser. Même si ils ne deviennent pas des experts dans le discours, à force de le dire, à force de l'entendre, ils vont se l'approprier. Comme je vous le dis, la compétition ne date que des années 1990. Et il y a des chercheurs qui n'ont jamais entendu parler de ce concept. Même dans mon jury de thèse, j'avais des maîtres qui ne connaissaient pas le concept. Donc c'est ma thèse qui les a instruits. Et ils l'ont dit, mais écoute, je ne connaissais pas votre affaire là, mais ce que vous dites est cohérent. Mais maintenant, on revient sur la science et je vous fais des critiques. Ils m'ont fait beaucoup de critiques constructives qui m'ont permis d'avoir une autre manière de voir la science. Mais il ne demeure pas moins que notre hypothèse, notre thèse tient la route et apporte des fruits. Alors, si on peut faire un petit élément de comparaison entre l'agriculture au Cameroun et l'agriculture au Togo, puisque vous avez également vécu là-bas, vous avez connu des choses. Nous avons les mêmes réalités. Ah bon? Nous avons les mêmes réalités, nous avons les mêmes difficultés, nous sommes dans les mêmes problématiques. Ils sont mis en avant sur nous, nous ne sommes pas en avant sur eux. Mais par contre, le Togo a quelques éléments. Ils ont des agropoles comme nous avons des agropoles. Mais le Togo, peut-être, comme je réside beaucoup plus au Togo, il y a beaucoup de choses que je vois au Togo. Quand on dit qu'au Togo, il y a une volonté manifeste de l'exécutif du Togo pour accompagner l'agriculture. Ça, je peux le dire. Au niveau du Cameroun, qui est un pays plus grand que nous, la ville de Douala seule fait 8 millions d'habitants, ce qui correspond à la population du Togo. Peut-être que je n'ai pas perçu cet engagement fort de l'exécutif. Mais il y a beaucoup de financement, beaucoup de volonté d'accompagnement de l'agriculture et ils ont une production naturellement plus grande que la nôtre parce qu'ils ont une plus grande superficie, ils ont plus d'ombre que nous. Il pleut beaucoup là-bas également. Il pleut énormément là-bas et ils ont des terres peut-être un peu plus fertiles que les nôtres. Peut-être un peu plus fertiles. Avec des zones vraiment en jachère, en bonne jachère. En très bonne jachère. Est-ce que vous avez aussi réfléchi à comment aider les producteurs pour les cultures de contre-saison? Parce que c'est quand même inadmissible que le Togo, comme le Bénin, achète des produits de contre-saison dans des pays sahéliens qui n'ont même pas été autant arrosés tout au long de l'année comme les nôtres. Mais vous savez, dans une précédente vie, je vous ai dit que j'ai travaillé avec le mécanisme incitatif pour le financement de l'agriculture, partant sur le partage des risques, le MIFA. Et à l'époque, le coordonnateur de cette institution était devenu ministre de l'Agriculture. Et nous côtoyons. Et à l'époque, nous avons pensé à un projet où nous disions 1000 fermes, 1000 micro-fermes autonomes. 1000 micro-fermes autonomes. Une micro-ferme, c'est une ferme dont la superficie est autour de 0,5 à 3 hectares. Et l'idée, c'était que pour ces types de fermes que nous allons recruter et accompagner, on puisse leur mettre en place un mécanisme de maîtrise de l'eau. Maîtrise de l'eau, ça peut être un forage, ça peut être un étang. Le forage peut être à motricité humaine ou à motricité électrique, etc. De sorte qu'ils puissent être vraiment autonomes du point de vue de l'eau pour faire face à la question de la contre-saison. Le problème de la contre-saison, c'est l'eau. Et nous n'avons pas forcément des reliefs qui nous permettent. Vous y avez réfléchi depuis quand? Alors, ça date des années 2018, 2019, 2020. Pratiquement 6 ans après, 6 ans. on est toujours au stade de projet. Au stade de projet. C'est dommage quand même pour le pays, parce que quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est aussi être capable de pouvoir non seulement se nourrir, mais vendre également aux autres. Dr Mafongou Dodji Moïse, chercheur en sciences de gestion, merci d'être venu sur ce plateau pour nous expliquer davantage le concept de compétition et comment cela peut constituer un levier de performance pour le secteur agricole. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour One Money et surtout pour cette discussion de ce matin. On se retrouve forcément vendredi pour ce qui nous concerne pour continuer donc et clôturer la semaine. Mais on retrouvera dans les tout prochains jours Dr Mafongou pour d'autres volets
de sa thèse, toujours sur le secteur agricole, mais beaucoup plus vu sous d'autres aspects. À très bientôt. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée.